Bonjour à tous. Merci beaucoup à Émilie pour cette introduction. Donc, moi, je suis Pierre-Henri Con, je suis maître de conférence à IMT Atlantique et membre du LATIM, qui est le laboratoire de traitement d'information médicale à Brest. Alors, on va faire un petit pas de côté par rapport à toutes les présentations de la journée. Et donc, je vais vous parler ce soir donc, de la place de l'intelligence artificielle dans l'évaluation de pronostic de la polykystose rénale. Alors, pour refaire une introduction vis-à-vis de mes activités de recherche, donc mes activités de recherche se concentrent sur les aspects d'analyse d'image médicale, qui en fait visent à analyser en profondeur des images pour fournir des outils d'aide à la décision, que ce soit sur des aspects diagnostiques, pronostiques ou relatifs à l'action thérapeutique. Et comme vous le savez, sans doute même mieux que moi, dans la pratique clinique, elle induit des tâches qui peuvent être très chronophages, qui peuvent induire une variabilité intra- ou inter-expert potentiellement très importante. Et ça requiert des ressources médicales au sens large qui peuvent être insuffisantes. Et donc mes activités elles se situent dans un domaine qu'on appelle l'analyse d'image assistée par ordinateur, qui consiste à dire que l'analyse d'image médicale, elle peut finalement bénéficier de mesures qui soient précises, rapides, reproductibles et objectives, réalisées par des ordinateurs, de telle sorte à ce qu'on vienne rendre automatique ou semi-automatique un certain nombre de tâches qui sont pourtant clés en routine clinique. Donc l'objectif, de manière très générale, c'est d'essayer d'aller des images médicales, qui sont des grilles de millions de voxels, à une interprétation clinique et à essayer de faire en sorte que ce processus puisse bénéficier de calculs. Donc on est vraiment dans une discipline à cheval entre l'informatique, les mathématiques appliquées et les sciences des données. Alors, je vais essayer de pas trop rentrer dans les détails, mais vous donner un peu les grandes lignes de la révolution qu'on vit actuellement, en tout cas dans le domaine du traitement d'image. Donc, on avait tous entendu parler. Donc, l'intelligence artificielle correspond en fait à un ensemble de techniques qui permet d'analyser de manière automatique ou semi-automatique des images, donc des images médicales. Et en particulier, on peut exploiter deux grands types d'approches, que sont des réseaux convolutifs et des méthodes qui sont plus récentes qu'on appelle les transformers. L'objectif, globalement, c'est finalement d'avoir nos données, donc en l'occurrence des images médicales, et de faire rentrer ces données dans une grande moulinette, comprenant un très grand nombre de couches. Et ces couches, en fait, visent simplement à extraire des caractéristiques liées à l'image, de telle sorte à ce qu'on vienne réaliser une tâche de traitement d'image. Ça peut être de la segmentation, donc pour segmenter des reins ou des foies polykystiques, et je vais en parler plus longuement après. Ça peut être aussi pour d'autres tâches, comme des tâches de classification ou autres. Et en particulier, l'intérêt de l'intelligence artificielle, en tout cas des développements récents, c'est le fait qu'on n'ait pas à définir au préalable quels sont les descripteurs, on appelle ça des features, sur la base des images. On va avoir des systèmes qui permettent d'extraire de manière automatique un certain nombre de caractéristiques sur la base d'une base de données d'entraînement. Et c'est là que des bases de données disponibles comme celle de Jenkins ont un intérêt très important. En pratique, pour faire de la segmentation d'images médicales, on peut exploiter des réseaux qu'on appelle des réseaux UNET, donc c'est des encodeurs-décodeurs. Pour faire très simple, c'est des architectures qui vont consister à, on a un encodeur qui va donc extraire des caractéristiques de l'image jusqu'à ce qu'on arrive à une représentation qui soit très compacte de nos données d'entrée. Et ensuite, on a un décodeur qui vise à reconstruire progressivement la résolution de nos images, de telle sorte, en l'occurrence, à avoir en entrée une image médicale et en sortie une carte de segmentation qui vise à délimiter voxel à voxel la structure d'intérêt. Et on a des approches qui sont un petit peu plus récentes, donc je parlais de transformers tout à l'heure. Simplement, je peux indiquer que c'est des approches qui sont relativement connues maintenant dans tout ce qui est traitement du langage naturel
Et on commence à voir ces techniques arriver dans le domaine du traitement d'image. Donc, en pratique, donc moi j'ai des activités de recherche autour de la segmentation d'images médicales et en particulier d'images abdominales depuis quasiment 10 ans maintenant. Et donc, on a débuté une collaboration, notamment avec Émilie et Yann Lemeur, qui s'est traduit en pratique par la participation à un challenge international qui visait, sur la base d'images scanner et IRM, de faire la segmentation du foie et la segmentation multi-organes en IRM, comprenant le foie, les reins et la rate, de manière automatique. Alors, donc, c'est des données qui concernaient des patients sains et c'est un challenge on a eu la chance de remporter. L'objectif étant que sur les mêmes données, on peut tester un certain nombre de méthodologies et ça permet vraiment d'avoir une évaluation, on va dire, relativement objective des approches qui sont développées. En pratique, et pour vous donner un ordre d'idée, vous avez ici donc un certain nombre d'images, donc scanner en haut et IRM sur les 3 dernières lignes. Donc, on a participé à la tâche de segmentation du foie. Donc, vous avez les contours en jaune qui correspondent à la vérité terrain et les zones ici en rouge qui correspondent finalement à la zone qui est délimitée de manière automatique par l'algorithme. C'est quelque chose qu'on a pu étendre donc, en modalité IRM, notamment pour la segmentation du foie, des reins gauche et droit et de la rate. Et donc, ces bonnes performances sur des patients sains nous ont conduit, entre autres, à essayer d'étendre ces travaux de telle sorte à pouvoir aussi délimiter des organes chez des patients polykystiques. Et c'est là qu'intervient, du coup, donc, cette collaboration sur la polykystose rénale. Alors, je ne vais pas revenir, du coup, sur les points qui sont mentionnés dans ce slide qui ont été décrits à plusieurs reprises aujourd'hui. Je peux simplement indiquer, du point de vue du traiteur d'image que je suis, qu'il y a finalement deux grands challenges quand on souhaite segmenter des organes polykystiques, notamment le fait qu'il y ait, quand on souhaite segmenter les reins polykystiques, la présence fréquente de kystes dans le foie qui conduit à une délimitation qui peut être pas très évidente à la frontière de ces deux organes. Et par ailleurs, on a un degré de variabilité phénotypique qui fait que on a besoin d'un ensemble de données qui soit relativement courant, de telle sorte à être représentatif de la diversité pathologique. Et donc en pratique, on peut être amené à traiter donc, des images IRM-T2, des scanners. Parfois, et c'est le cas pour un certain nombre de patients dans la base de données GenKISS, d'autres séquences IRM comme T1 ou Fiesta. Et par ailleurs, l'objectif serait à terme d'essayer d'intégrer aussi données cliniques et données génétiques dans les différentes tâches de traitement d'image que nous réalisons. Alors, donc comme vous le savez tous, donc pour caractériser le stade de l'évolution de la polykystose rénale, c'est principalement le volume rénal total qu'on va exploiter d'un point de vue imagerie. La limite étant que les segmentations sont couramment réalisées manuellement, coupe à coupe, et donc cette tâche est déjà coûteuse en temps, et par ailleurs, elle est sujette à une très forte variabilité interexpert. Et par ailleurs, il n'y a pas de distinction entre les tissus sains versus les tissus kystiques. Donc l'approche que nous développons consiste à finalement avoir un certain nombre de contributions méthodologiques et aussi d'être en mesure de fournir des outils à destination des professionnels de santé, de telle sorte à faire de la segmentation automatique d'organes polykystiques, donc reins et foie notamment, et des développements plus récents qui sont toujours en cours, qui visent à détecter ou à délimiter les kystes, et le tout par des méthodes semi-automatiques ou automatiques qui utilisent l'intelligence artificielle et l'apprentissage profond en particulier. L'enjeu, finalement, c'est d'être en mesure d'avoir des volumétries rénales ou hépatiques qui soient instantanées ou quasi instantanées, avec un bon niveau de fiabilité, d'être en mesure d'extraire de nouveaux biomarqueurs en association avec le volume rénal total, mais des informations comme la volumétrie hépatique, le nombre, l'apparence ou la volumétrie des kystes. Et par ailleurs, l'objectif serait de pouvoir intégrer du coup, ces différents biomarqueurs extraits de manière automatique dans la prise de décision thérapeutique.
Alors, dans la suite, je voudrais du coup faire un focus sur deux fonctionnalités, si on peut les appeler comme ça. La première, elle concerne notamment donc, la segmentation de reins et de foie polykystiques à partir d'images IRM. On est en train d'étendre à la modalité scanner, donc qui vise à obtenir des volumétries fiables et obtenues sans interaction. Et par ailleurs, des activités autour de la détection et de la segmentation des kystes rénaux et hépatiques en IRM ou en imagerie scanner. Je ne parlerai pas ou peu des aspects synthèse d'images, mais qui peuvent être quelque chose de relativement pertinent aussi, qui consiste à partir par exemple d'une IRM T2, d'être en mesure de synthétiser d'éventuelles modalités manquantes ou de séquences manquantes comme l'IRM T1, voire le scanner, à condition qu'on ait un modèle qui soit fiable et qui ait été entraîné au préalable. Alors, je vais simplement donner les aspects clés sans vous endormir ni rentrer dans les détails. Il y a néanmoins un certain nombre de techniques que je voudrais mentionner. La première, c'est que les techniques de type UNET, donc là, je vais simplement afficher l'ensemble des couches qui permettent d'extraire des caractéristiques de l'image. Ce qui est intéressant, c'est que si on s'intéresse à la partie encodeur, on a en fait un réseau de classification. Et il se trouve que dans le domaine du traitement d'images, au sens large, et d'images naturelles en particulier, il y a des très très grandes bases d'images qui existent. Et donc l'idée, c'est de pouvoir bénéficier d'un pré-traitement, d'un pré-entraînement, pardon, de la première partie du réseau sur des tâches d'analyse d'images naturelles, avec l'hypothèse derrière que les images, qu'elles soient médicales ou naturelles, finalement partagent un certain nombre de caractéristiques de bas niveau en commun. Et donc, dans de nombreuses applications, cette tâche de pré-entraînement a montré des gains, donc des performances supérieures pour la segmentation d'images médicales. L'autre aspect, c'est est-ce qu'on peut être en mesure de développer de nouvelles architectures? Et donc, on a proposé dans le cadre du challenge dont je parlais, des architectures qui visent à utiliser en cascade différents modèles d'intelligence artificielle, de telle sorte à obtenir des délimitations qui soient plus précises. Et enfin, un aspect aussi relativement intéressant et qui permet d'obtenir de meilleurs résultats, ça consiste à utiliser ce qu'on appelle des GAN. C'est une famille de méthodes. Pour vous expliquer de manière très simple le principe, vous avez donc une image médicale, un modèle qui vise à prédire finalement l'organe que vous souhaitez segmenter. Et par ailleurs, on va disposer aussi de la vérité terrain pour un certain nombre des images sources de notre base de données. Et l'idée, ça va être aussi d'entraîner un second modèle, qu'on va appeler discriminateur, qui va avoir pour objectif de différencier les prédictions du modèle versus les vérités terrain. Et en fait, ces deux modèles vont être entraînés de manière adversaire ou antagoniste, de telle sorte à ce que le générateur vienne faire des prédictions qui soient de plus en plus plausibles, de telle sorte à tromper le discriminateur. Donc, c'est des techniques d'intelligence artificielle qui permettent finalement d'obtenir des délimitations qui sont à la fin plus précises. Et enfin, je signale donc un travail récent qui visait finalement sur la tâche de segmentation des reins polykystiques en modalité IRM à prendre finalement tous les modèles qui existent sur étagère et à venir les comparer de telle sorte à pouvoir identifier quelle est la meilleure méthode d'intelligence artificielle permettant de segmenter les reins polykystiques. Donc, on a testé tout un tas d'approches. Et par ailleurs, on a aussi joué un petit peu avec l'architecture, c'est-à-dire qu'on peut soit avoir une approche avec un encodeur qui extrait des caractéristiques et un décodeur qui crée la carte de segmentation. Mais on peut aussi avoir des approches différenciées en fonction du rein gauche et du rein droit. On peut avoir soit deux modèles distincts, un pour le rein gauche, un pour le rein droit, ou une sorte de modèle hybride qui vise à extraire des caractéristiques en commun, suivi de deux tâches de reconstruction, une qui vise à segmenter le rein gauche et l'autre qui vise à segmenter le rein droit. Donc on a finalement comparé tout un tas d'approches existantes dans ces trois différents scénarios et on a pu identifier que cette approche, entre guillemets, hybride permet d'aboutir à de meilleures performances de délimitation. Quelques résultats visuels. Vous avez ici la comparaison entre deux
différents types de modèles. Un modèle basé CNN, donc un réseau convolutif, et un modèle un peu plus récent qui exploite des techniques basées transformantes. Et donc, on a comparé ici les trois différentes stratégies dont je vous ai parlé. Et c'est intéressant ici de voir, notamment sur des régions qui sont relativement complexes, j'espère que vous voyez la souris, la principale limitation va être la capacité du modèle à distinguer, à bien délimiter le rein au niveau de la zone proche du foie, qui présente là aussi des kystes dont l'apparence est relativement similaire dans les images. Et on constate en tout cas sur ce cas-là que le passage à des modèles euh, plus récents et exploitant donc cette stratégie hybride dont je parlais permet d'avoir une délimitation qui est beaucoup plus fiable. Et ça va avoir forcément un impact sur la volumétrie qu'on souhaite obtenir ensuite. Pour finir avec ces résultats, quelques résultats visuels, je vous montre ici des performances de segmentation de reins polykystiques sur des patients avec des classes Mayo différentes, de A1, 1B à 1E, simplement pour vous montrer qu'on a une base de données avec GenKISS qui est suffisamment représentative, de telle sorte à avoir un modèle qui peut s'adapter finalement aux différents cas de figure et qui est en mesure de relativement bien délimiter des reins dont la taille n'est pas forcément très changée par rapport à des reins sains, on va dire, et peut être aussi en mesure sur des stades 1D ou 1E, avoir des délimitations qui sont relativement correctes. Alors maintenant, la question c'est, peut-on aller au-delà et tenter d'automatiser des tâches de telle sorte à avoir des biomarqueurs qui soient complémentaires au volume rénal total. Donc il y a un certain nombre de travaux qui restent quand même assez limités, mais qui existent sur cette thématique, notamment réalisés à la Mayo Clinic. Et l'objectif notamment, ça serait d'être en mesure de fournir une volumétrie kystique et potentiellement fournir le nombre de kystes de manière automatique, des informations aussi de distribution, que ce soit d'apparence ou de taille, etc. Et donc pour cela, on a des développements en cours, notamment sur des modèles qui combinent morphologie mathématique et traitement d'image et intelligence artificielle, qui exploitent finalement ce qu'on appelle des super voxels ou des super pixels, donc simplement une agrégation de voxels voisins. Et on va avoir ce type de décomposition hiérarchique où on va, au bout d'un moment, et pour chacun des kystes, avoir une échelle sur laquelle ces différentes régions vont bien se calquer sur les contours des kystes. Et donc, ces techniques, finalement, on est en train de les mettre en place et l'objectif serait de fournir finalement une segmentation indépendante de chacun de ces kystes afin d'extraire des biomarqueurs. Et pour terminer, une alternative consiste à utiliser des techniques non pas de segmentation, mais plutôt de détection, comme il en existe beaucoup en traitement d'image naturelle, avec des approches qui viseraient à calculer ou à prédire de manière automatique par régression des boîtes englobantes, visant à simplement délimiter grossièrement les kystes, quelle que soit leur taille ou leur apparence au sein des images IRM ou scanners. Le dernier point, je voulais mettre en avant plusieurs choses. Donc, premièrement, le fait que ces algorithmes ils sont à l'heure actuelle entraînés sur un sous-ensemble des données GenKIST. Et donc, on a ici un intérêt d'avoir une base de données qui soit relativement grande et relativement diversifiée. Et par ailleurs, on a réussi à avoir accès plus récemment à base de données NIH, notamment celles issues des essais ALT et CRISP. Alors, il se trouve que ces images, en tout cas les images associées à ces essais cliniques, ne comportent pas de vérité terrain. C'est-à-dire qu'elles ont sans doute été, elles ont peut-être été annotées manuellement, mais on ne dispose pas de ces informations. Et donc, il y a tout un axe de recherche qui consiste à définir comment on pourrait exploiter de manière optimale à la fois des données annotées et des données non annotées dans le cadre de ce qu'on appelle un apprentissage semi-supervisé. Donc, c'est l'objet d'un petit projet accepté à la SFNDJ. Et par ailleurs, un aspect qui peut potentiellement vous intéresser, donc on est dans une démarche finalement de développement, on va dire d'une science reproductible au sens large, et donc ces algorithmes finalement sont développés et ouverts à la communauté.
Et donc, dans le cadre d'un appel financé par la SFNDT, j'ai pris contact avec la société Kitware qui développe un logiciel de traitement d'image qui s'appelle 3D Slicer. Et donc, l'objectif d'ici à décembre est d'avoir un plugin dans Slicer qui est gratuit et facilement exploitable, qui consiste à segmenter de manière automatique les reins polykystiques en modalité IRM-T2 et en scanner. Et à terme, on souhaiterait du coup inclure l'ensemble des développements dans le cadre de ce plugin pour qu'il puisse être accessible via simplement l'utilisation de ce logiciel 3D Slicer qui est open source et qui est gratuit. Donc, pour conclure de manière un peu synthétique, donc les développements en cours et notamment la collaboration avec le service de néphrologie ici à Brest visent du coup à apporter des contributions méthodologiques en traitement d'image et en intelligence artificielle, et aussi, d'un point de vue vraiment pratique, d'être en mesure d'apporter des outils à destination des professionnels de santé pour automatiser des tâches d'analyse d'image telles que la segmentation d'organes polykystiques. L'idée serait du coup, à terme, de pouvoir imbriquer ces différentes briques, notamment de segmentation d'organes polykystiques et de détection de kystes, de telle sorte à extraire de manière automatique des biomarqueurs qui pourraient être intégrés ensuite pour tout ce qui est suivi longitudinal et pour les décisions thérapeutiques au sens large, en plus des données cliniques et des données génétiques. Voilà. Donc, je tenais à remercier Émilie notamment pour l'invitation et puis Émilie et Yann Lemeur pour cette collaboration. Merci de me faire confiance et n'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions concernant les différents outils qu'on essaie de développer et de partager. Merci. Merci beaucoup, Pierre-Maurice, c'était extrêmement clair. Et je crois qu'il y a déjà des questions. Alors, celui-ci ne marche pas, c'est juste faire semblant. Peut-être celui-ci marche. Merci, je trouve ça super intéressant. J'y connais rien, donc elle est peut-être stupide, ma question. Plus les kystes grossissent, plus ils altèrent le parenchyme rénal. On a une corrélation très claire entre le volume kystique et l'évolution de la rénale. La question, c'est est-ce que vous êtes capable, avec votre technique, d'identifier le parenchyme fonctionnel et à volume rénal ajusté à l'âge, à la taille, pardon, équivalent, déterminer des patients qui vont avoir plus de parenchyme rénal fonctionnel restant par rapport à ceux qui ont un parenchyme déjà un peu étouffé et voir si c'est prédictif du devenir. Ou c'est peut-être déjà été fait. Peut-être reprendre le Genre autre chose, là, je me suis demandé si c'était ça. Ouais. Alors, à l'heure actuelle, donc, il y a des premiers développements sur les techniques de segmentation automatique de kystes. Nous, c'est en phase de développement, on va dire. Après, je pense que la question, elle porterait sur des biomarqueurs qui soient peut-être un petit peu plus complexes ou précis comparé à simplement un volume kystique, par exemple. Et notamment, il y a des mesures d'épaisseur du parenchyme, je pense que vous faites référence à ça. Et typiquement, à partir du moment où on est en mesure de segmenter de manière individuelle l'ensemble des kystes, on pourrait ensuite facilement extraire cette valeur finalement. Après, je ne pourrais pas vous renseigner par contre sur la valeur pronostique de ce type de biomarqueur. Et peut-être que quelqu'un dans la salle a des informations là-dessus. Je sais qu'il y avait des travaux sur différentes composantes de texture, entre l'analyse de l'entropie, etc. Ouais. Alors, et la corrélation avec la caractérisation, essayer d'identifier des marqueurs de dysfonction précoce, latente, parenchymatose précoce. Ok. C'était super, ça marche. Non, juste par curiosité, l'architecture UNET que vous utilisez, c'est la version 3D de la segmentation, c'est une segmentation bidimensionnelle? Alors, à l'heure actuelle, c'est une segmentation 2D, notamment parce que sur les IRM pour lesquels on a une bonne résolution en fait, dans le plan coronal, du coup, il y a des problèmes de discontinuité qui fait que le modèle 2D a été préféré au modèle 3D. Par contre, c'est des modèles qui sont facilement généralisables à du 3D et c'est notamment ce qu'on utilise pour la segmentation en modalité scanner, pour lequel on n'a pas ce problème-là de saut, de discontinuité d'une coupe à l'autre. Et juste
constater la réalité de terrain, c'est la segmentation manuelle qui a été faite par un radiologue expert. On sait que dans cette équipe-là, par un expert, on sait que dans les jeux de données d'entraînement se trouvent dans ces types de modèles. Quand on compare les modèles, ils sont entraînés avec les mêmes jeux de données, et après on compare sur d'autres jeux de données qui sont identiques. Alors, donc déjà, les annotations donc, ont été faites en bonne partie par le service. Et donc, c'est des annotations qui sont vraiment très importantes pour nous, parce qu'on a besoin de données, finalement, avec des annotations de vérité terrain associées pour entraîner le modèle. L'idée du travail, c'était vraiment sur la même base de données et dans des conditions expérimentales équivalentes, d'être en mesure de déterminer quelle est la meilleure architecture, de telle sorte à fournir dans l'outil dont je parlais des résultats issus de la meilleure architecture. Donc vraiment, l'idée, c'est d'utiliser les mêmes données, les mêmes annotations. Il y a une question ici qui est intéressante autour de la qualité des annotations, qui est aussi une thématique qui est analysée dans plein de domaines cliniques. La conclusion, mais c'est généralement qu'on n'a pas forcément besoin d'annotations qui soient super précises. Et généralement, c'est assez bluffant de voir des prédictions d'un modèle d'intelligence artificielle qui, sur la base d'annotations entre guillemets grossières, va être en mesure finalement de raffiner les choses parce qu'il a une compréhension relativement fine de ce qui se passe dans l'image. Pour autant, plus on a de données, mieux elles sont annotées. On peut raisonnablement penser qu'on va avoir des meilleures performances. Est-ce que cette méthode est applicable pour l'échographie? Alors, dans la mesure où on dispose d'un jeu de données suffisamment conséquent et représentatif, on pourrait l'entraîner et voir si ça fonctionne. À ma connaissance, il n'y a pas de système qui le font. Mais voilà. Toute la question, en tout cas en termes de faisabilité, c'est lié à quel est le nombre de données annotées qu'on a à disposition pour entraîner le modèle. Je pense que ça fonctionnerait, mais ça suppose d'avoir un grand jeu de données et des annotations associées. Merci beaucoup. Merci. Et merci à tous donc, pour votre participation. Merci encore à l'ensemble des orateurs pour la qualité des topos. Je pense que c'était une journée très, très riche. Et encore une fois, on était ravis de vous accueillir tous à Brest. On remercie encore une fois les partenaires qui nous ont accompagnés pour l'organisation, qui ont apporté leur soutien financier à cette journée. Et puis, voilà, on espère vous revoir tous bientôt.